bienvenue à ce webinaire sur les bases de la préparation d'un webshop avec Mercator. Donc le webinaire, on en a fait plusieurs depuis ces derniers mois. Donc le format est simple, en fait, on vous présente un des pans, un des volets de Mercator. Et à la fin, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser, on essaie de vous répondre. Aujourd'hui, moi, je vais me pencher sur l'intégration entre les webshops qui sont fournis par Mercator et le logiciel Mercator lui-même. Donc, comment ça marche, l'intégration entre les deux, puisque ce qui se passe dans Mercator se répercute directement sur le site. Pour ce faire, je vais utiliser donc notre site Mercator qui est accessible à tous, hein, eshop.mercator.eu. C'est notre site de démonstration qu'on appelle affectueusement le site des nains. Et lié à son Mercator, donc, puisque derrière tout site e-commerce Mercator, on a un Mercator qui tourne avec sa base client et sa base article. Au cours de cette présentation, donc, je vais vous parler des clients du site e-commerce, donc comment sont gérés les clients dans Mercator quand ils sont créés à partir du site internet, comment on les voit dans Mercator, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il faut préparer surtout pour lancer son webshop. Ensuite, j'aborderai la partie article, comment préparer, mettre en place son catalogue pour avoir un site e-commerce rangé, ordonné et fonctionnel pour l'internaute. Et enfin, dans un troisième point, j'aborderai l'utilisation du site au quotidien. Donc, comment ça se passe en fait quand un client fait un panier, comment ça se présente dans Mercator en direct. Voilà, on va démarrer tout de suite avec la création d'un compte client. Donc, je suis sur mon site internet. Le client qui veut se créer un compte client va renseigner un formulaire. Donc, on a trois modes de connexion. On a bien entendu se connecter à un compte existant. Donc, si j'ai déjà créé un compte en ligne sur le webshop, je peux bien entendu m'y loguer via ce formulaire. Mais si le client était un client magasin mais n'a pas encore de compte sur le webshop, il peut utiliser le formulaire déjà client dans le magasin mais pas en ligne. Et Mercator viendra faire une recherche dans la fiche client sur le champ email. Et s'il trouve une correspondance, il enverra un email à cette adresse pour pouvoir pour que l'internaute puisse se créer un compte en cliquant sur un lien. Petite information à savoir, dans Mercator et normalement dans la plupart des sites, on ne donne pas d'indication comme quoi le mail n'existe pas ou que le mot de passe n'existe pas. On ne donne pas d'informations précises quand une connexion échoue pour ne pas donner d'informations à un éventuel hacker comme quoi il a trouvé le bon mail mais pas le bon mot de passe. Ou voilà, on évite de donner ce genre d'informations, donc on met un message très générique du style ça ne correspond à rien dans notre base de données et puis on précise pas quoi. Ensuite, le formulaire de création d'un nouveau compte. Donc le client va renseigner différents champs dans un formulaire. On peut en ajouter, on peut en retirer, on peut en rendre certains obligatoires, d'autres non. Le seul qui sera absolument obligatoire restera l'email, puisque comme vous le savez peut-être, pour la connexion dans un webshop, le login unique, c'est le mail. Ce qui m'amène à parler de la contrainte dans votre Mercator avant le lancement d'un webshop. Il ne faut pas qu'il y ait de doublons dans vos emails. Donc, en fait, il faut faire le tri, le ménage dans vos fiches clients. Si vous avez déjà un Mercator qui tourne depuis un certain temps et que vous décidez de partir sur un webshop, il faudra, dans ce cas, qu'il n'y ait aucun doublon dans vos emails, donc faire le ménage. Sachant qu'on utilise le champ dans Mercator, c'est email, mais que parfois, on peut mettre en place le C email web, c'est-à-dire qu'on va dédier un champ spécifique au site internet. Si jamais c'est vraiment pas possible d'utiliser ces emails pour différentes raisons, hein, chaque dossier étant différent, on peut utiliser ces emails web. De toute façon, la contrainte reste la même. Si on décide que le champ de connexion c'est ces emails web, alors il ne pourra y avoir aucun doublon. Et de toute façon, lorsqu'on aura lancé l'installation du site, on va mettre une contrainte dans la base de données. Et si vous essayez de créer une fiche client avec le même compte email, il y aura un message SQL qui vous dira désolé, il y a une contrainte, vous pouvez pas avoir le même email deux fois.
Alors, ce qu'on fait pour aider au tri, ça prend quelques secondes par un chef de projet, quelques minutes, pardon, c'est de rajouter un bouton fusionner les clients qui permet, quand vous faites le tri, que vous vous rendez compte qu'il y a des clients qui sont doublonnés, et ben, vous appuyez sur un bouton et ça vous permet de fusionner deux fiches clients. Donc, fusionner, c'est quoi? Ça va aller prendre les historiques des deux fiches et ça va les rajouter, enfin, ça va les rejoindre dans une seule et même fiche. Ici, je dois avoir, hop, le fusion A. Donc là, j'ai pas de document d'historique, mais en fait, si je veux fusionner A avec fusion B, il va me proposer de fusionner A et B et il va détruire B et il va transférer l'historique de B dans le client A. Voilà, ça ferme la fiche. Et maintenant, mon client fusion B a disparu. Donc ça, c'est un petit travail à faire avant de lancer votre webshop, mais c'est nécessaire parce que si vous avez des doublons, on ne pourra pas continuer l'installation, quoi. Donc c'est obligatoire. Ensuite, comment ça se présente dans Mercator, un client web? Donc quand on vous installe le site, vous avez un onglet web qui fait son apparition, avec dedans l'email qui a été utilisé par l'internaute. Donc soit c'est le même parce qu'on a utilisé ces emails, soit c'est indifférent parce qu'on a utilisé ces emails web, donc deux champs différents. Un mot de passe. Alors il est crypté. Vous n'aurez jamais la possibilité de voir le mot de passe d'un client en clair. Il est crypté dans la base de données, on ne sait pas le voir. Et la date de confirmation du compte, c'est-à-dire que lorsque le client crée son compte via le formulaire sur Internet, tant qu'il n'est pas allé cliquer sur le lien de confirmation, eh ben, la fiche client existe dans Mercator, mais elle est en sommeil. Et donc, il ne pourra rien faire. Son compte sera indiqué comme n'existant pas, puisque en sommeil dans Mercator. Donc, si jamais un client vous dit, bah, j'ai créé mon compte au téléphone, j'ai créé mon compte, mais je ne peux pas y accéder, la première chose à faire, c'est d'aller voir dans sa fiche client déjà si elle existe et s'il a une date de confirmation, puisque sans cette date de confirmation, la fiche sera en sommeil. Vous pouvez très bien confirmer un compte à la main, hein, il n'y a pas besoin que ce soit fait par le lien, vous pouvez aller renseigner une date et vous enregistrer et le compte deviendra actif directement. Donc, on a différents schémas de validation quand on installe des dossiers web. En général, le standard, c'est un client qui n'a pas de société, donc pas de numéro de TVA et de nom de société, donc un particulier. Il va recevoir un mail directement et il clique sur le lien qu'il reçoit dans sa boîte mail et son compte est actif. Et dans la plupart des cas, en standard, le compte professionnel envoie une notification au client, donc à vous, sur votre boîte mail où vous avez une information comme quoi un client pro a cherché à se créer un compte et donc ça vous permet d'aller relire sa fiche, de lui appliquer un tarif éventuel, des catégories, enfin vous avez la main sur sa fiche pour pouvoir ensuite le valider. Donc c'est à vous dans ce cas d'aller cocher la date de confirmation. C'est un schéma qui est courant, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. On peut très bien envoyer un mail de confirmation au professionnel également. C'est tout à fait modifiable. Ça c'est lors de l'analyse en général qu'on le discute et qu'on fait le nécessaire. Enfin, le dernier point, pour créer un site chez Mercator, désormais, il vous faudra créer une CAPTCHA. Donc ça, on vous explique lors de l'installation, mais il vous faut un compte Google pour créer une CAPTCHA pour protéger les robots de création de compte. Donc en fait, ça force à cocher la case «Je ne suis pas un robot» et ça évite les créations de comptes indésirées. Maintenant, dans le formulaire de création, je voulais vous montrer qu'il était possible de limiter les pays d'inscription sur le site internet. Donc, par exemple, ici sur mon site, je peux me connecter en étant un client du Bangladesh, du Burkina Faso ou du Turkménistan. Ça, c'est quelque chose qu'il est possible de restreindre. Par exemple, si vous vous dites, bah, moi, je veux n'avoir que des clients qui sont basés en France parce que je ne vends qu'à la France ou que en Belgique pour restreindre, c'est tout à fait possible. C'est un développement, hein. C'est pas standard, mais c'est pas grand-chose. C'est vous avez ainsi dans la liste des pays dans Outils, Paramètres, Pays, alors on vient vous ajouter un champ affiché sur le web. Donc là, je vais décocher le Bangladesh, par exemple. Et bon, le Bangladesh, c'est bien. Je vais retirer le Paraguay, j'enregistre. Et logiquement, après redémarrage du site via le CMS, alors, comme ça, je vous montre aussi comment on redémarre le site si j'arrive à me connecter. Oh, oui.
Et donc après, vous allez dans votre CMS et vous faites un redémarrage du site. Et donc là, mon formulaire devrait limiter les pays en enlevant le Bangladesh et le Paraguay, je crois, j'ai retiré. Donc ça, c'est un exemple de paramétrage qui est faisable lors de l'installation de votre site. Alors pour ce faire, il faudra impérativement qu'on vous ait ajouté le déroulant ISO pays, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus taper les noms des pays à la main. On va vous ajouter ce déroulant qui viendra chercher un code pays qui met à jour tout seul le champ pays. Ça évite d'avoir des Pays-Bas, Hollande ou Netherlands dans la même case. En fait, on norme comme ça, Mercator identifie formellement le pays auquel il a affaire et il n'y a pas de faute de frappe possible. On est sur du normé, code ISO, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aussi très vite, mais ça vous permet de restreindre les clients qui sont disponibles à l'inscription, les pays qui sont disponibles à l'inscription, excusez-moi. Alors, lorsqu'on s'enregistre sur le site à la création d'un nouveau compte, il est également possible de dire lors de la création d'un compte, bah voilà, j'aimerais avoir tel ou tel paramètre inséré par défaut dans la fiche client. Par exemple, on peut très bien se dire qu'un client qui ne renseigne pas de numéro de TVA va être en régime TVA comprise, alors qu'un client qui en renseigne un sera en TVA normale. On peut dire également met la devise euro par défaut. Dans la fiche client, on met la devise euro par défaut. On peut mettre une catégorie, type de client, client magasin, client webshop. Dès que le client s'inscrit sur le site, on le catégorise en client webshop. On peut lui mettre un tarif. Il y a tous les champs presque de Mercator sont insérables par défaut à la création d'un compte via le formulaire. C'est à ne pas confondre avec l'outil valeur par défaut client, où là, on peut renseigner des valeurs par défaut quand on crée des fiches clients dans Mercator. Là, on doit vraiment faire un paramétrage sur le site web pour dire, ben, quand tu me crées ma fiche client depuis le site web, insère-moi tel ou tel paramètre par défaut. Et donc, il est également intéressant de savoir qu'un client connecté verra les articles sur le site web correspondant à sa fiche client. Je m'explique. Si je prends par exemple, hop, là j'ai un particulier en TVA comprise. Quand je me balade sur le site, si je vais par exemple voir les articles, il verra le prix TVA inclus. Maintenant, si je vais sur un client qui est en TVA professionnel, c'est-à-dire il est hors taxe, il voit les prix hors TVA. Donc en fait, c'est adapté à la fiche du client dans Mercator. Tout ce que vous avez paramétré dans votre fiche client dans Mercator se répercute sur le site web. Autre exemple, alors, là je ne l'ai pas là, mais si vous indiquez un tarif sur un article, il va se répercuter sur le site. Vous aurez la réduction. Donc là, il a 25% sur le client spécial, je vais regarder. Alors, parfois la modification s'effectue après un petit temps, donc il faut rafraîchir le site pour voir la différence. Donc là, on verra ça après. Mais en tout cas, si vous indiquez une remise ou une promo, elle va s'afficher dans votre Mercator après un certain temps. Je repasserai sur le site une fois qu'il aura rafraîchi. Et donc, en fait, lorsqu'on vous installe votre site web, on vous crée un client qui s'appelle client web par défaut. Et en fait, celui-là, le client web par défaut, il voit les paramètres du client web par défaut. Si vous êtes un site B2C, plutôt axé B2C, on va mettre un régime TVA comprise. Il verra les tarifs les plus élevés, donc sans remise, sans rien. Et en fait, le client qui ne s'est pas encore connecté, en fait, il est connecté sous la fiche client, client web par défaut. Et une fois qu'il aura été dans mon compte me connecter, bah là, il verra les tarifs qui lui ont été appliqués, les remises, etc. Là, vous voyez ma remise que j'ai appliquée sur la tasse vue du matin des 25%, elle apparaît parce que je me suis connecté sous la fiche client qui dispose de ce tarif.
Je suis client spécial, j'ai 25% de remise. Montmartin buffet particulier est client spécial, donc il dispose de ce tarif 25% de remise. Elle s'affiche directement sur le site. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie client. On a un peu fait le tour. Si vous avez des questions, notez-les, on en discutera un peu plus tard. Maintenant, je vais passer à la catégorie articles. Donc, à la section articles, donc le catalogue, vous avez tous vos articles dans Mercator, mais tout n'est pas forcément visible sur le web. Par exemple, si vous avez un article qui s'appelle frais de logistique ou frais de dédouanement, vous n'avez pas forcément envie que l'internaute le voit sur Internet et puisse l'ajouter à son panier. Donc pour ce faire, vous avez un champ qui s'appelle « Ne pas afficher sur le site web ». Donc une fois que vous cochez cette case et que vous enregistrez, l'article disparaît du site. Donc là, logiquement, j'ai plus ma tasse du matin. Je vais la remettre parce que je l'aime bien. Hop. Voilà, elle revient. Donc en fait, ce qu'on fait en général, c'est que quand on installe le site web, on vous demande, et on le fait pour vous, c'est de mettre en valeur par défaut tout nouvel article en ne pas afficher sur le site web, voire même on vous met à jour tous vos articles pour qu'il n'y en ait aucun sur le site web, et vous graduellement, une fois que vous êtes prêt, vous ajoutez les articles et vous les décochez rayon par rayon ou autre, mais en tout cas, le mieux c'est de commencer avec peu d'articles et de les ajouter au fur et à mesure. De toute façon, quand on est en phase projet, le site n'est pas référencé sur Google, il a une URL temporaire, donc dans l'ensemble, c'est pas dramatique si vous avez des articles, mais ça permet ainsi, quand vous en créez des nouveaux dans votre Mercator, s'ils n'ont pas de photos, s'ils n'ont pas de texte web, vous avez le temps de travailler dessus avant de les mettre en ligne. Pour mettre plusieurs articles en même temps, par exemple, si je veux mettre tout un rayon en même temps sur le web, c'est assez simple. J'utilise la fonction filtrer de Mercator. Je vais aller chercher un rayon. Je filtre. Je prends n'importe quel article de mon filtre. Donc là, j'ai mon petit entonnoir qui m'indique que je suis dans un filtre. Je vais décocher ne pas afficher sur le web. Cliquer droit, appliquer valeur au filtre. Là, je ne vais pas enregistrer les modifications, mais en l'occurrence, ça va vous affecter la valeur que vous avez changée à tous les éléments de votre filtre. Et donc, comme ça, vous pouvez basculer tout un rayon s'il est prêt en ligne en quelques clics. C'est plus simple que l'import Excel, qui est possible aussi, hein, mais c'est plus fastidieux de le faire via Excel. Maintenant, on va aborder un des points essentiels de la préparation de votre webshop dans Mercator, c'est l'arborescence et le rangement de vos articles. Donc dans Mercator, vous avez deux notions qu'il faut bien comprendre et qui sont reprises sur le webshop. Vous avez l'arborescence en rayon famille sous famille et vous avez les catégories. Alors les rayons famille sous famille, vous les avez sur le côté là et vous les avez dans Mercator dans outils paramètres et vous avez rayon famille et sous famille. Il faut comprendre qu'elles sont hiérarchisées. Par exemple, fruits secs est une sous-famille de la famille fruits qui est une famille du rayon alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on descend en entonnoir du plus large au plus précis. Un article ne peut être que dans un rayon, une famille ou une sous-famille. Il ne peut pas être dans plusieurs rayons en même temps. C'est unique. Donc en fait, c'est à vous de voir comment vous souhaitez ranger vos articles dans votre Mercator pour que l'internaute navigue de la façon la plus intuitive et simple. Si jamais, il faut savoir que parfois vous avez Mercator qui tourne depuis longtemps, vous avez votre classification en rayon famille, sous-famille interne, qui fonctionne très bien et vous n'avez pas envie de la bouleverser pour le web, on peut installer un deuxième jeu de rayon famille sous famille, donc on appelle rayon famille sous famille 2, et on peut brancher le site web sur cette arborescence. C'est pas standard, c'est pas non plus grand chose pour nous, mais voilà, c'est à discuter lors de l'analyse, c'est faisable. Et donc en fait, vous allez faire votre rangement pour que l'internaute puisse voir, naviguer dans les articles de façon la plus intuitive possible. Là, vous la retrouvez ici, et ensuite on peut la recréer en haut en simplifié. Celle-ci, elle est automatique. Celle-ci, vous pouvez la faire un peu comme vous souhaitez. En masqué, en affiché, voilà, on vous explique ça lors de votre formation au CMS.
Après, l'autre notion, ce sont les catégories. Les catégories, donc dans Mercator, elles se trouvent dans Outils, Paramètres, Catégories. Et là, on va aller dans Articles. Pour qu'elles s'affichent sur le site, vous êtes obligé de leur donner un titre. Donc ici, par exemple, la catégorie 2, c'est marque. Et vous les retrouvez dans votre fiche, dans l'onglet complément. Donc vous avez bien rayon famille sous famille et vous avez les catégories. Ça, il faut savoir qu'en fait, une catégorie, elle n'est pas hiérarchisée. C'est un attribut du produit, mais qui peut se retrouver dans plusieurs rayons. Je vais prendre un exemple sur notre web shop. Je vais prendre la matière, par exemple. Je vais aller je pense que dans mobilier, j'ai la matière. Si je prends la matière contemporaine, classique, et je vais appliquer, vous allez voir qu'en fait, j'ai des articles de la famille mobilier, ou sous-famille, pardon, mobilier qui sont en matière classique, mais j'ai aussi de la déco jardin. Donc en fait, ça permet de mettre des filtres sur un attribut du produit qui permet au client en fait de ne pas s'isoler dans un rayon. Il n'est pas obligé d'aller dans chaque rayon pour chercher sa matière classique. Il peut faire un filtre sur tout ce qu'il y a en matière classique et il verra tous les articles des différents rayons. Il est à préciser que si aucun article n'est référencé dans une catégorie, un rayon, une famille ou une sous-famille, cette dernière n'apparaît pas sur le site web. On n'affiche pas de rayon vide ou de catégorie vide sur le site. Donc il faut au minimum un article. L'autre précision à faire sur les catégories, c'est qu'elles peuvent être à choix multiples. On a maintenant la possibilité de ranger un article dans plusieurs catégories, enfin dans plusieurs attributs d'une même catégorie. J'aurais pu mettre un article en classique et en tissu, par exemple. Maintenant, on sait faire ça. L'autre chose que je voulais vous montrer sur les articles, c'est la gestion des articles à gamme. Donc, un article à gamme, je vais me rendre au niveau des chaussures. C'est un article comme celui-ci, donc mes chaussures à talons, qui vous permet via un pop-up de choisir une taille et une couleur. Donc, ça vous enlève la contrainte de devoir avoir une fiche article sur le site par taille ou par couleur. Par exemple, ici, ma chaussure, je l'ai en 4 couleurs et 5 tailles. Plutôt que d'avoir dans mon catalogue 5 fois la même fiche, mais une fois en mauve 32, une fois en mauve 34, etc., on va utiliser la gamme qui nous permet d'avoir ces petits menus déroulants qui permettent de choisir les attributs du produit. Ça, dans Mercator, on va aller tout de suite regarder une chaussure. Voilà, vous voyez, j'ai plein de fiches articles dans mon Mercator, mais je n'en ai qu'une seule sur le site web. En fait, ces fiches articles ont la même particularité, c'est qu'elles ont la même clé 1, qu'on appelle la clé de gamme. Ensuite, on va aller créer des gammes dans Outils, Paramètres, Gamme type. Donc la gamme type, ce sont les types de gamme. Pointure d'âme, couleur de chaussure, par exemple. Et ensuite, on a Outils, Paramètres, Gamme énumérée, c'est ce qu'on met dans ces gammes. Donc là, par exemple, dans les couleurs, j'ai mis toutes mes couleurs. Dans mes pointures, j'ai mis toutes mes tailles. Et en fait, ça permet d'alimenter ces deux déroulants. Et à partir du moment où Mercator repère qu'il y a les gammes de rempli et qu'il y a la clé 1 qui est commune à plusieurs articles, puisque là, si je navigue entre mes chaussures, j'ai tout le temps la même clé de gamme, eh bien, il va vous rajouter deux onglets, le prix de gamme, qui vous met une petite grille qui vous permet de renseigner les prix, et le stock. Si un article est grisé, c'est qu'il n'existe pas. Et dans ce cas, en cliquant dessus, Mercator vous propose de le créer. Et on retrouve dans la désignation en haut, dans votre fenêtre Mercator, on retrouve les attributs de la gamme. Donc là, on sait qu'on est sur la chaussure à talons noir 38. Ça a été rajouté dans l'intitulé du produit pour vous y retrouver. Et en fait, à partir du moment où on a mis ça en place, on a ce petit menu déroulant qui apparaît pour permettre de faire un choix de gamme. Donc ça évite d'avoir, bien entendu, 30 fiches articles sur le même catalogue. Ça, en fait, je vous le montre assez rapidement, mais c'est tout à fait... Enfin, on vous en reparle en fait au moment où on met en place le site. Si vous avez des articles à gamme, on fait ça ensemble. Hein. C'est pas, vous n'avez pas à tout retenir maintenant. Il y a de la formation derrière qui vous accompagne sans problème.
L'autre chose qui est très importante pour la préparation de votre webshop, c'est le contenu de vos fiches articles. C'est-à-dire que vous avez des informations qui sont visibles sur votre fiche produit. Elles sont personnalisables, c'est-à-dire qu'ici, on a choisi de mettre la clé 2, mettre la désignation. On peut très bien se dire, on met l'ID du produit, la clé 3, le rayon. Enfin, là, vous nous dites les champs que vous souhaitez voir apparaître et on les affiche ici. De même que on peut enlever les avis produits si ça vous intéresse pas. On peut les remplacer par exemple par un onglet qui vous permet de mettre des documents PDF à télécharger. On a déjà fait ça, donc ça c'est pas standard, mais c'est des choses qui sont possibles. Si par exemple vous avez une fiche technique qui va avec votre article, on peut très bien paramétrer pour que tout PDF qui soit dans le dossier fichier de la fiche se retrouve dans un onglet fichier à télécharger. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est à vous de nous dire, mais le plus important, en fait, c'est que votre article ait une description, donc description courte, description longue. Donc, si je me rends dans la fiche article, vous avez des onglets web qui sont apparus, et dedans, vous avez la description courte et la description longue dans l'onglet web 2. Et donc, vous les mettez en toutes les langues, selon les navigations que vous allez avoir sur votre site, hein, puisque le site est nativement traduit en français, néerlandais et anglais. Quand je dis nativement traduit, ça veut dire que les points de menu et tout ça, tout est déjà traduit. Les descriptions des produits et tout ce qui est inhérent à vos articles, la traduction, c'est quand même à vous de la faire. On n'est pas un cabinet de traduction, mais en tout cas, si je bascule en néerlandais, le mot panier sera remplacé par panier en néerlandais. Désolé, mon néerlandais est très sommaire, mais voilà. Donc la traduction est déjà assurée, sauf pour le contenu, bien entendu. Et le conseil que je vous donne, c'est que si jamais vous faites des copier-coller de sites déjà existants ou autres, pensez à bien faire clic droit coller dans la cellule et n'utilisez pas votre raccourci clavier parce que si vous copiez du texte déjà mis en forme en HTML et que vous le collez via le raccourci clavier, vous allez reprendre les balises du HTML dans vos descriptions. Et en fait, sur votre site, vous allez voir apparaître toutes les balises dans la description et donc ce sera pas propre. Donc avant de devoir refaire tous vos articles, notez bien ce truc, il faut faire clic droit coller dans les descriptions et non pas utiliser le raccourci clavier CTRL V. Alors ça, c'est la seule chose qu'il faut vraiment faire à la main parce qu'en fait, par Excel, on ne peut pas importer de la mise en forme HTML. Et donc, en fait, c'est quand même à vous, si vous voulez mettre du texte en forme, de le faire à la main sur les produits. Donc, ça prend du temps, mais c'est un travail qu'il ne faut pas négliger pour votre référencement et pour la beauté et l'ergonomie de votre site, de bien prendre le temps de faire correctement vos fiches articles. Après, vous avez également les images. Donc là, je n'en ai qu'une. Vous avez jusqu'à 3 images dans votre fiche produit. On peut en mettre plus, mais en standard, on a une image 2, image 3. Et ça, c'est utilisable via l'import Excel. Donc, je vais aller sur mon sac. Pardon. Hop. Excusez-moi. Donc ici, on peut faire des imports Excel. Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces fichiers. Désormais, il est possible d'importer des images via l'import Excel. Donc ici, je vais vous montrer un premier exemple. Vous avez juste renseigné dans S image 1. Bon, donc vous mettez toujours votre ID article en première colonne et vous avez juste renseigné le nom de l'image dans votre case image 1, image 2, image 3. Quand je vais vouloir l'importer, Mercator va me dire est-ce que tu veux dédoublonner sur la base de SID, ça c'est classique. Le champ non trouvé S modèle, il ne peut pas créer de nouveaux enregistrements parce qu'il n'a pas la désignation de l'article, ça aussi c'est normal, mais il va me dire où est-ce que je vais chercher les images. Donc je lui renseigne un dossier. Pardon, j'ai mon petit message de Shield qui m'empêche d'aller jusqu'au bout. Hop, il me le remet. Et donc en fait là, il va vous importer après avoir été renseigné le chemin d'accès. Hop, oui, oui, import image, sélectionner dossier. Et il me propose de les redimensionner ou pas. Voilà.
Hop, j'ai mes images. Maintenant, l'autre possibilité, c'est de mettre directement le chemin d'accès complet. Donc là, je vais vous montrer l'import bis. Dans ce fichier-là, je suis allé lui mettre carrément le chemin d'accès avec l'image, avec le nom de l'image à la fin. Donc là, c'est vraiment une adresse sur votre ordinateur, quoi. Hop. Et là, en fait, il ne demande même pas où aller les chercher. Il va directement tout mettre. Bon, c'est les mêmes images, hein, donc forcément, vous ne voyez pas de différence. Et enfin, la dernière possibilité désormais, c'est de mettre des URL, puisque maintenant, on peut renseigner une URL. Donc ici, je suis allé prendre mon image sur Internet et j'ai renseigné mon URL, l'adresse d'une image. Et donc là, il va me mettre les images également via une URL Internet. Voilà. Donc ça, c'est quand même pratique parce que ça vous permet d'aller vite. Si vous avez vos images d'articles, si vous récupérez d'un ancien site, par exemple, ou si vous savez où les stocker, c'est tout à fait jouable de le faire via un Excel. Ça demande du travail, mais c'est plus rapide que de faire ouvrir image ou sélectionner l'image à la main sur chacune de vos fiches articles. Donc voilà, donc si je résume la partie article, il faut vraiment bien penser votre arborescence. Ça, c'est très important. Comment ranger, comment pour naviguer, tout ça. Que ce soit intuitif, ergonomique pour l'internaute qui s'y retrouve. Bien penser aux catégories, qu'il y en ait suffisamment pour permettre des filtres pour l'internaute, mais pas non plus trop. En standard, on peut monter à 9, mais après, ça fait vite très, très chargé sur la page d'avoir 9 filtres. Donc bien penser à ça également. Et après, mettre des beaux visuels, des belles photos, plusieurs photos et du texte, parce que ça, Google a besoin d'avoir des fiches, enfin pour votre référencement Google, c'est quand même très intéressant d'avoir du texte et des images et des belles fiches produits. Maintenant, comment ça se passe dans votre Mercator quand un client est sur votre site web? Alors déjà, quand on vous installe le site web, vous allez voir dans votre historique client, on va vous rajouter 3 journaux. Donc vous avez le DWeb 1, ce sont les paniers temporaires du site web, je vais vous expliquer. Le DWeb 2, qui sont les paniers confirmés. Ça, c'est ce qu'on a en standard. Donc ici, sur notre site de démo, on en a créé 2 autres, mais que je ne vais pas vous évoquer aujourd'hui puisque ce n'est pas standard. Et après, vous avez la C-Web, qu'on a appelé ici Web, mais ce sont les commandes web. Donc, quand je suis connecté avec, par exemple, mon client, j'ajoute un article au panier. Si je me rends dans DWeb 1, je vais voir mon client, donc avec son nom, en train de faire un panier. Donc on voit mon ananas en temps réel. Donc là, on sait qu'il y a un client. Il a juste mis un article dans son panier. Si jamais je ne m'étais pas connecté, je me serais appelé client web par défaut. Je vais me déconnecter et faire laisser tout de suite. La plupart des paniers, les paniers web des Web 1 sont en client web par défaut parce que les gens naviguent et ne sont pas encore connectés pour faire leur achat. Donc ils créent leur petite liste de courses. Voilà. Une fois que c'est fait, le client clique sur valider son panier, donc il arrive à son étape de récapitulatif où il voit tous ses articles, il peut encore changer les quantités, tout ça. Il va choisir une livraison, il peut choisir de livrer à une autre adresse. Ici, je ne vais pas le faire. Hop. Hop, je vais mettre à domicile. Alors, il faut savoir qu'on a intégré avec Bipost nativement et on sait aussi faire mondial relais. Après, bah, il y a aussi des clients qui choisissent de gérer eux-mêmes leur transporteur. Et donc, dans ce cas, en fait, on met juste un mode de livraison. Et en fait, le client renseigne son adresse et c'est à vous derrière de gérer le transport. Mais là, ce que je vous ai montré, c'est l'intégration avec Bipost, où vous basculez vraiment sur le site Bipost pour renseigner vos adresses. Et tout est paramétré dans Bipost, les frais de port, etc. Hop. Par contre, il ne veut pas aller au paiement. Je vais faire. Et en fait, une fois qu'il a validé le paiement, là, je ne vais pas y arriver.
Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Une fois qu'il a validé les conditions générales de vente, donc avant paiement, le panier bascule en DWeb 2. Donc là, le DWeb 2, c'est un panier pour lequel le client s'est identifié, a choisi un mode de livraison et est arrivé au stade de avant paiement. Une fois qu'il a validé son paiement, donc il a payé via, soit c'est un paiement en magasin, après il y a plein de possibilités, hein. Ici, je vous ai mis la page sur notre site internet, vous avez les différents modes de paiement qui sont acceptés chez nous, sachant qu'il y en a encore d'autres qui sont arrivés entre-temps. Et une fois qu'il a payé, là, le devis devient une commande web. Et dans ce cas-là, votre stock est impacté. C'est-à-dire que vous avez une commande vers une pièce qui est réservée dans les commandes web. Donc là, j'en ai fait un hier, donc vous pouvez le voir. J'ai validé un paiement. Donc mon stock est réservé. J'ai une chaussure qui est réservée. Dans la partie web, on a rajouté un onglet Info Web où vous voyez les données de paiement. Donc ici, j'ai payé par Molly, donc une plateforme de paiement en ligne. Et on voit que j'ai fait un retrait en magasin. La chose qu'il faut bien penser à gérer, c'est vos modèles de PDF, vos modèles d'impression. Parce que, par exemple, le client qui choisit une autre adresse, donc au moment du panier, il valide une autre adresse de livraison. Ici, il coche livrer à une autre adresse. Il va renseigner une autre adresse. Et donc ça viendra se renseigner ici, dans votre commande. Et il faudra bien demander à votre chef de projet web de renseigner ces données sur le PDF d'impression qui part avec la commande. Comme ça, il a bien son adresse de livraison qui s'indique sur le PDF, sinon il aura pas la bonne adresse. Voilà. Ben, Et donc, en fait, une fois que la commande est arrivée en C-Web, c'est à vous de jouer. Elle a fini son parcours web, donc c'est à vous derrière de l'augmenter de statut en livraison si vous passez par un bon livraison, ou alors vous faites directement une facture. Enfin, derrière, c'est à vous de gérer. Là, le site web a fini son travail. Il va pas plus loin que la commande web. Derrière, dans l'historique du client, on retrouve les commandes et on retrouve les documents avec leur statut. Donc, on peut les télécharger ou on peut les afficher. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que il est possible d'afficher sur votre page d'accueil des carousels. Donc je dis carrousel, c'est parce qu'à chaque rafraîchissement, c'est là qu'il va pas me le faire. Si, il me l'a fait. Il change, il prend 4 articles aléatoires parmi une sélection d'articles qui répondent à certaines conditions. Donc les meilleures ventes, les nouveautés, les promotions, sachez qu'on peut en créer du sur-mesure, liquidation, des stockages, tout ce que vous, fin de série, tout ce que vous voulez. Et en fait, là, dans ce cas, on paramètre des conditions. Donc ici, les meilleures ventes, ça pourrait très bien être empiriquement, on va chercher dans tous les articles publiés sur le web quels sont ceux qui sont vendus le plus. Et on en affiche 4 au hasard. Et ils changent à chaque rafraîchissement. Les nouveautés, ça peut être sur la date de création ou alors sur un champ nouveauté dans votre fiche article où on dit ça, je voudrais que ce soit une nouveauté. Arbitrairement, vous fixez des nouveautés. Ici, on a mis top 4, donc je pense que les meilleures ventes correspondent à une sélection aléatoire des articles qui sont cochés top 4. Et donc, ça permet aux clients d'avoir des catalogues déjà prêts et en fait, il peut avoir l'œil attiré par ces petits raccourcis en fait. Ça permet de transformer peut-être plus de paniers, sachant qu'après, dans l'onglet sélection en haut de page, vous retrouvez tous les catalogues en entier avec tous les articles qui sont concernés, quoi. Ici, en fait, vous voyez, il en prend 4 au hasard, mais il y en a plus. Et donc, on les crée sur mesure. C'est vous qui nous dites ce que vous voulez voir affiché et on l'affiche. Voilà, moi j'ai fini pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous a parlé, intéressé, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main, réactiver le micro et c'est à vous. Bonjour Martin. Bonjour. J'avais juste une question concernant quand tu vois le panier du client qui est déjà en train de faire. Oui, Tim m'avait dit que je crois qu'il y avait la possibilité d'automatiquement appliquer une remise si vraiment tu avais le téléphone au client ou des choses comme ça. Je crois que c'était le cas, hein.
Oui, alors il faut qu'il soit déconnecté de son panier. Il restera un temps, hein, mais en fait, dans Mercator, on ne peut ouvrir un document en édition par deux personnes en même temps. Donc en fait, si tu ouvres un panier qui est en cours et que le client est encore sur son compte dans son panier, le panier sera en lecture seule. Donc faut qu'il se déconnecte, qu'il ferme la page. Mais oui, tu vois le panier en fait. À ce moment-là, tu peux toujours ajouter une remise sans problème. Ok. Il faut juste le déverrouiller. D'accord, on dit au client, bah, Oui, déconnectez-vous, moi je fais ça, et il se c'est reconnecte ça. après quand on a fait le truc. Ok, Tout à fait. ok. On a pas mal de cas clients aussi qui ont besoin d'ajouter des frais de port ou de manutention. Et donc, en fait, une fois que la commande est validée, elle reste un temps dans un sas d'attente et ils doivent calculer des frais de port et tout. Et donc, ils vont ajouter ça dans leur commande web. Et ensuite, le client la retrouve avec les frais ajoutés. Enfin, tout ça, c'est un process qui est spécifique et qu'on définit lors de l'analyse. Mais on peut toujours agir sur une commande comme dans Mercator, sur un panier, le document reste éditable comme dans un Mercator classique, quoi. Ok. Ok. Et le panier, il reste combien de temps visible comme ça? Parce que je me dis, si les gens regardent mettre des trucs comme ça dans le panier, on va avoir une liste énorme. Alors, c'est une bonne question et ça se règle. C'est un paramétrage. Alors, les DWeb 1 s'effacent au bout d'un moment. Je me souviens plus, mais ça se Mais nettoie. c'est prévu, Oui, oui, quoi. oui. Le DWeb 2 reste un peu plus longtemps parce que là, on a vraiment un client qui est enregistré et qui a été un peu plus loin que juste mettre des articles dans son panier. Mais oui, tout ça, c'est du paramétrage, hein. Ok. Bon, après, globalement, vous, avec l'historique de Mercator, vous faites des filtres de date, donc dans l'ensemble, ça vous impacte. Enfin, ça va pas ralentir votre base de données d'avoir des paniers. C'est des lignes de commande, c'est pas non plus énorme, quoi. Mais Oui, oui, non, c'était juste ça au cas où voilà, le client il appelle, qu'on le retrouve assez ouais. facilement pour faciliter tout ça, quoi. Alors le mieux, c'est qu'il se log quand même parce que si vous devez chercher dans les clients web par défaut, vous allez passer un certain temps Ouais. à essayer de retrouver le bon devis. Mais en tout cas, s'il s'est enregistré et qu'il a commencé sa navigation, oui, là, c'est possible Ok, d'accord. de retrouver, hein. Merci. De rien. Eh ben ça va. Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vous remercie du coup d'être venu assister à ce webinaire. Si vous avez des questions spécifiques, ben, vous savez où nous contacter, vous n'hésitez pas, hein. Et je vous souhaite une bonne journée.